Le soleil se levait à peine sur Makolo, un quartier vivant, bruyant, brûlant, où les tôles grincent plus que les portes, et où les rumeurs circulent plus vite que le vent. Situé aux abords de la grande ville de Kazambala, Makolo était un monde à part, un enchevêtrement de ruelles sableuses, de maisons en briques rouges, et de vie qui déborde à chaque carrefour. Le matin, les femmes balayaient devant leurs portes avec des balais de paille. Leurs pagnes nouées aux hanches, elles échangeaient des salam aleik tout en lavant le linge dans des bassines colorées. Les enfants couraient pieds nus, une miche de pain à la main, criant les chansons des derniers dessins animés passés sur la vieille télévision du bar de Papa Coffee. À Makolo, tout le monde se connaît. Chacun a son surnom, chacun a son histoire, et chaque mètre carré a son odeur. L'après-midi, c'est celle du gari, de l'huile chaude, des tomates en train de frémir. Mais surtout, celle du poisson fumé. Une odeur dense, pénétrante, qui s'accroche aux vêtements, entre dans les narines et ne ressort plus. Elle faisait saliver, elle faisait parler. Et au sommet de cette odeur régnait une seule personne. Mama Damba. On ne parlait pas de poisson fumé à Makolo sans parler d'elle. Une femme à la carrure imposante, toujours vêtue de pannes imprimées de feuilles et de fleurs, les bras chargés de bracelets dorés qui tintaient comme des clochettes. Sa démarche lente mais assurée, son regard noir et perçant, et surtout son sourire rusé faisaient d'elle la reine du poisson fumé. Chaque matin, très tôt, avant même que le premier coq ne chante, son feu brûlait déjà dans l'arrière-cour. Une fumée bleutée s'élevait doucement vers le ciel, mêlée au chant des premières prières et au souffle des vents de l'Est. Son poisson était une légende. « Tu veux du vrai poisson fumé ? Va chez Mama Damba, disait-on. Au marché central de Kazambala, ces paniers de poissons s'écoulaient avant midi. Les femmes se disputaient pour acheter chez elles. Les restauratrices, les commerçantes, même les familles aisées, tous voulaient le poisson de Mama Damba. Il était ferme, bien fumé, d'une couleur parfaite, et surtout, il avait un goût unique, profond, presque envoûtant. Certains disaient qu'elle avait hérité d'un vieux secret de sa grand-mère. D'autres prétendaient qu'elle utilisait une méthode venue du fleuve. Mais peu importait, elle était la référence. Mama Damba ne manquait de rien. Maison en dur, grande cour, enfants bien habillés, congélateur plein, mari discret mais présent. Elle faisait des dons à l'église, aidait parfois les voisines en difficulté, et organisait chaque année une grande fête où elle offrait du poisson à tout le quartier. Elle était respectée, enviée, admirée. Chaque matin, Mama Damba enfilait son pagne à motifs rouge et or, arrangeait soigneusement son foulard en pointe, et s'enduisait les bras d'un peu d'huile de karité. Sa silhouette imposante fendait les ruelles étroites de Makolo comme une pirogue sur le fleuve. Elle passait devant les portes des voisines en saluant d'un clin d'œil, lançait une pièce à un enfant pour qu'il transporte son panier, et rejoignait sa place au marché central, toujours la même, toujours prête avant les autres. Son poisson était déjà fumé, rangé, prêt à l'emploi, soigneusement posé sur des feuilles vertes dans de grands paniers plats. Elle s'installait sous son parasol rouge usé par le soleil, croisait les bras, et attendait. Elle n'attendait jamais longtemps. Les clientes arrivaient en file, les pièces claquaient, les échanges se faisaient vite. Mama Damba, coupe-moi juste la tête. Tu n'as pas un peu du gros ? Garde-moi 2 pour demain. Elle souriait, pesait, encaissait. À midi, tout était vendu. Toujours. Et elle rentrait, son panier vide et son porte-monnaie bien rempli. Chez elle, les enfants l'attendaient pour manger. Mais jamais de poisson fumé. Elle préparait de belles sauces aux arachides, des plats de riz gras avec des morceaux de viande fondant, des bananes frites, du poulet doré au citron. Le poisson fumé ? Ce n'était que pour les autres, disait-elle. Elle ne consommait que du frais, du propre, du riche. Dans le quartier, les journées passaient. Mais la vie, elle, piétinait. Les enfants allaient à l'école mais revenaient avec les mêmes bulletins depuis 3 ans. Comportement distrait. Mauvaise concentration. Refuse de participer. Les instituteurs finissaient par hausser les épaules. Makolo, c'est comme ça. Il y a quelque chose ici, je vous dis. Les couples se disputaient pour des broutilles. On entendait les cris jusque dans la cour de la mosquée. Un homme qui rentrait trop tard. Une femme qui avait reçu un appel suspect. Une voisine qui regardait de travers. Les scènes de jalousie faisaient presque partie de la bande-son du quartier. On se battait pour rien, on se quittait pour peu, on se retrouvait par lassitude. Il y avait aussi ces grossesses non désirées,
ces filles de 14 ans qui arrêtaient l'école avec le ventre rond, ces garçons qui fumaient dans les coins sombres dès la tombée de la nuit. Et puis les maladies. Rien de grave, jamais spectaculaire. Mais constante. Des toux qui ne passaient pas. Des maux de tête inexplicables. Des pertes d'appétit, de morale, de patience. Les femmes avaient souvent l'œil cerné, le teint éteint. Les hommes, eux, parlaient de fatigue, de stress, de choses dans la tête. Un jour, Maman d'en-bas et son plus jeune fils, Doudou, furent invités chez une voisine, Tata Rosalie, une grande femme bavarde qui venait d'enterrer son frère et organiser un petit repas pour remercier ceux qui l'avaient soutenu. La cour de la maison, poussiéreuse et bordée de vieux manguiers, avait été balayée, et des nattes tressées posées à même le sol accueillaient les invités les uns après les autres. Maman d'en-bas était arrivée, imposante comme toujours, son pagne repassé, ses sandales neuves qui claquaient sur le sol. Elle s'était assise avec grâce, comme si chaque mouvement devait être vu et imité. Que Dieu bénisse ta maison, Rosalie. La souffrance n'habitera plus ici, Inch'Allah. Rosalie, tout en larmes et en gestes, s'était approchée pour l'embrasser, puis avait crié vers l'arrière-cour. Aïcha. Apporte les plats pour Maman d'en bas, c'est pas n'importe qui, hein. 2 plats furent apportés, fumants, bien présentés. L'un, plantain mi-mûr découpé en rondelles, haricots verts et morceaux de poulet doré, du bon poulet DG. L'autre, plus sombre, plus gras, embaumait le piment et les feuilles amères, d'une dolée au plantain mûr, généreusement garnie de morue fumée. Rosalie s'agenouilla presque en posant les 2 plats. Tu choisis. Moi je dis, c'est fait, alors tu manges ce qui te plaît. Maman d'en bas sourit, mais posa d'abord la question qu'elle posait toujours quand elle ne cuisinait pas elle-même. C'est fait avec quoi? Pas de poisson fumé, j'espère. J'en ai trop mangé cette semaine. Mon estomac commence à dire non. Ah non. Le poulet, c'est du vrai, hein. J'ai même gardé la tête au frigo si tu veux voir. Et l'autre, bon, un peu de morue fumée, mais c'est pas obligé. Tu peux l'éviter. Sans hésiter, Maman d'en bas tira à elle le plat de poulet DG. Moi, je mange frais. Je dis toujours à mes enfants, on mange frais, ou on ne mange pas. Le poisson fumé, c'est pour la rue, pas pour la maison. Pendant ce temps, Doudou, affamé comme un louveteau, avait déjà jeté son dévolu sur le ndolet. Il adorait ce plat, surtout avec les bananes mûres fondantes, et il s'en servait une pleine assiétée, prêt à plonger les doigts. Mais avant qu'il ne porte la première bouchée à la bouche, Maman d'en bas se retourna et poussa un cri sec, tranchant comme un couteau. Doudou, pose-moi ça tout de suite. Tu veux me faire honte ici? Le silence tomba net dans la cour. Même Rosalie écarquilla les yeux. Avec tout ce que je vous donne à manger à la maison, toi, tu vas courir derrière le poisson fumé chez les gens? Tu crois que c'est pour rien que je me lève à l'aube tous les jours? Tu crois que c'est pour jouer que je refuse que ce genre de choses entre dans ma marmite? Elle se leva, prit l'assiette des mains de Doudou d'un geste brusque, la posa loin sur une natte vide. Je t'ai habitué à manger propre, frais, avec respect. Pas ces choses noires qui sentent le feu toute la journée. Tu manges le poulet ou tu ne manges pas. C'est clair? Doudou hocha la tête, les lèvres pincées. Il ne comprenait pas. Il avait juste faim. Et ce plat, il avait l'air bon. Mais il savait, on ne discutait pas avec Maman d'en bas. Pas en public. Rosalie, un peu gênée, tenta de détendre l'atmosphère. Mais Maman d'en bas, c'est du bon poisson, hein. Bien nettoyé, bien salé. C'est pas du genre à donner des boutons. Mais Maman d'en bas ne répondit pas. Elle fixait son fils, les narines frémissantes, comme si un danger invisible avait été évité de justesse. À la maison, on mange ce que je prépare. Et on ne touche pas à ce que je ne touche pas. Et dans ses yeux, pendant un court instant, passa quelque chose. Une lueur. Un avertissement. Ou peut-être, une peur. Mais personne ne dit rien. Et le repas continua. Dans les rires. Et dans un silence que personne ne voulait nommer. Le lendemain de cette scène troublante, une fois Maman d'en bas et Doudou repartis, Tata Rosalie resta un moment assise sur la natte, les mains posées sur ses genoux, les yeux perdus dans le vide. Son sourire s'était figé, et quelque chose dans l'air, ce silence pesant qu'avait laissé Maman d'en bas, continuait de lui marteler l'esprit. Pourquoi cette réaction? Pourquoi ce rejet violent du poisson fumé?
Surtout venant d'une femme qui en vendait depuis plus de 20 ans? Qui, chaque matin, fumait elle-même son poisson dans les rues de Makolo avant de le disposer avec soin sur les feuilles vertes? C'est pas normal, ça, murmura-t-elle à elle-même, en rangeant les restes de nourriture. Ce n'était pas juste une question de goût. Il y avait dans les yeux de Mama d'en-bas quelque chose d'incontrôlé. Un éclat, comme de la peur. Le soir même, elle en parla à sa voisine, Awa, une petite femme vive comme une allumette, toujours au courant des moindres rumeurs du quartier. Tu l'as vu, Awa? Comment elle a crié sur le petit? Comme si le Ndolé allait le tuer. Awa haussa les épaules, curieuse. Peut-être que c'est pour l'image. Elle veut juste garder son prestige. Non, c'est plus profond. J'ai vu son regard. Elle avait peur. Et cette peur-là, ce n'est pas pour une réputation. C'est autre chose. Elle convint d'attendre et d'observer. Juste pour comprendre. Pour se rassurer, peut-être. Et le lendemain, à la tombée du jour, Awa, qui n'avait rien de mieux à faire, vit Mama d'en-bas quitter sa maison vêtue de manière bien plus sobre que d'ordinaire. Pas de pagne à motif, pas de foulard empesé. Juste un grand boubou noir, sans éclat, et un sac à main gonflé comme un fruit trop mûr. Elle marcha vite, d'un pas décidé, comme quelqu'un qui ne voulait pas être reconnu. Awa, à bonne distance, suivait, discrète. Rosalie, prévenue par un appel rapide, les retrouva 2 coins de rue plus loin. Ensemble, elles suivirent Mama d'en-bas jusqu'à la grande avenue. Elle est là un taxi. Hôpital central de Bonalamba, entendit distinctement Awa avant que la portière ne claque. L'hôpital, souffla Rosalie, interloquée. Tu crois qu'elle est malade? On va le savoir, répondit Awa en arrêtant une moto-taxi à la hâte. Elles arrivèrent quelques minutes après elle à l'hôpital. Trop tard pour la voir entrer. Mais après avoir scruté les couloirs, elles aperçurent finalement Mama d'en-bas, traversant la cour intérieure, le regard droit, sans un mot pour personne. Mais ce n'est pas vers les salles de consultation qu'elle se dirigeait. Non. Elle descendit lentement les escaliers qui menaient à la morgue. Rosalie eut un haut le cœur. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elles se rapprochèrent, dissimulées derrière un mur de ciment brut. Le froid de la morgue semblait rayonner jusque dans leurs os. Mama d'en-bas attendait devant la porte, les bras croisés, l'air ferme. Puis elle passa un appel. Elles ne purent entendre les mots, mais elles virent ses lèvres remuer brièvement. Elle raccrocha, regarda autour d'elle, puis fixa la porte. Quelques minutes plus tard, un homme en blouse blanche, le visage marqué par la fatigue, sortit. Le morguier. Sans un mot, il tenait dans ses bras un ballot soigneusement enveloppé dans plusieurs tissus blancs, noué avec précision. On aurait cru un petit corps. Ou un objet sacré. Le morguier le tendit à Mama d'en-bas, qui s'inclina légèrement, presque religieusement. Elle sortit alors un grand sac en plastique noir, soigneusement plié dans son sac à main. Elle glissa le paquet dedans, lentement, avec délicatesse. Awa retint sa respiration. Rosalie se couvrit la bouche. Elle ne comprenait pas. Et pourtant, quelque chose en elle leur disait de ne pas faire de bruit. De ne pas intervenir. Ce n'était pas une affaire de poisson fumé, ni même de maladie. C'était autre chose. Autre chose de bien plus ancien. De bien plus lourd. Elles virent Mama d'en-bas remercier l'homme d'un simple signe de tête, puis repartir comme elle était venue, le sac noir serré contre elle, comme un secret qu'on refuse de confier même à Dieu. Ce soir-là, ni Awa ni Rosalie ne dormirent. Le sommeil fuyait leurs paupières comme la vérité fuyait leurs questions. Quel était ce paquet? Pourquoi le récupérer à la morgue? Et surtout, pourquoi cette peur viscérale du poisson fumé? Le surlendemain, le soleil de Bonalamba s'éleva sur des rues encore endormies, mais Rosalie et Awa étaient déjà debout. Aucun chant d'oiseau, aucun cri de marchand ambulant ne parvenait à couvrir le tumulte dans leur poitrine. Leur regard n'avait cessé de revoir, toute la nuit, cette scène au pied de la morgue, Mama d'en-bas, impassible, repartant avec ce ballot dans un sac noir. Et puis une pensée, terrible, avait surgi, s'était imposée, s'était enracinée. Tu sais, Awa, ce sac, ce n'était pas un corps. C'était, du tissu, j'en suis sûr. C'était mou, ça pendait. Comme du linge. Awa hocha lentement la tête. Des pagnes. Nouées.
Propres. Pas tachés de sang. Mais on les donne à qui, ces tissus-là, dans une morgue? Tu crois que c'était pour un enterrement? Non. Elle n'est pas allée à un cimetière. Elle est rentrée directement chez elle. Et elle n'a vu personne sur le chemin. Tu veux que je te dise? Elle s'approcha, baissa la voix comme si les murs eux-mêmes pouvaient écouter. C'étaient des tissus de mort. Ceux qu'on retire après la toilette mortuaire. Les draps qu'on lave à moitié, qu'on jette parfois. Les habits qu'on ne réclame pas. Un frisson les parcourut. Et à cette pensée s'en ajouta une autre, encore plus impensable. Le poisson. Les tas de poissons fumés que Mama d'en bas vendait chaque jour. Le goût particulier, presque âcre. La couleur du feu, si sombre, si intense. Hawa, souffla Rosalie, la gorge serrée, et si elle utilisait ces tissus-là, pour fumer son poisson? Elles se regardèrent sans un mot. Et la nausée s'installa. Le même après-midi, n'écoutant que leur besoin d'en avoir le cœur net, elles décidèrent d'aller voir de leurs propres yeux. Mama d'en bas avait un petit terrain au bord de la rivière Sissiko, là où elle installait chaque matin ses barils métalliques pour la fumaison. Personne n'osait trop s'en approcher, car elle y régnait d'une main de fer et n'aimait pas les curieux. Mais Rosalie avait grandi dans le quartier. Elle connaissait les broussailles autour, les petites collines discrètes qui permettaient d'observer sans être vues. Elles y allèrent avant l'aube, s'installèrent en retrait, tapis dans les herbes hautes, le souffle court, le cœur tambourinant. Et elles virent. Mama d'en bas, seule, concentrée, ouvrit son grand sac noir. Elle en sortit les tissus. Un à un. Des pagnes aux motifs fanés. Des draps d'hôpital tachés. Des chemises blanches usées. Certains portaient encore l'odeur âcre des antiseptiques. D'autres, celle de la mort. De la peur. Elle les plia soigneusement, comme une prêtresse accomplissant un rite. Puis elle les posa sur les braises, en dessous des grilles. Un nuage de fumée épaisse s'éleva. Un mélange de feu, de moisie, et de quelque chose d'indéfinissable. Et dans cette fumée-là, elle déposa ses poissons. Rosalie se mordit la main pour ne pas hurler. Hawa pleurait déjà en silence. Le puzzle était complet. Ce rejet du poisson fumé, ce dégoût pour ce que Doudou allait manger chez les autres, ce regard glacé quand elle avait vu son fils s'approcher du plat. Ce n'était pas par hygiène. Ce n'était pas par snobisme. C'était parce qu'elle savait ce qu'on pouvait mettre dans la fumée. Elle savait ce qu'elle faisait. Et elle ne voulait pas que son fils mange ce que les autres fumaient. Parce qu'elle-même ne se faisait aucune illusion. Elle utilisait les tissus des morts pour fumer son poisson. Des vêtements imprégnés d'agonie, de prières non exaucées, de cris éteints. Et elle les brûlait pour donner du goût. Le lendemain matin, la rumeur commença à courir. Une rumeur si choquante, si inacceptable, que beaucoup refusèrent d'y croire. Mais Rosalie et Hawa, elles, savaient. Elles avaient vu. Et plus jamais, elles ne touchèrent au moindre poisson fumé. Rosalie, en larmes et secouée par ce qu'elle avait vu, avait eu le bon réflexe. Tandis qu'elle et Hawa observaient, terrés dans les broussailles, ses doigts avaient saisi son vieux téléphone. Elle avait filmé la scène en silence. Pas de parole, juste l'image, Mama d'en bas, concentrée, posant minutieusement les tissus sur les braises, puis les poissons. Le nuage de fumée s'élevant lentement, chargé de silence et de secret. Elle montra la vidéo à quelques voisines de confiance. Regardez. Ce sont des tissus de la morgue. C'est avec ça qu'elle fume son poisson. Je l'ai vu de mes yeux. Au début, elles refusèrent de croire. Trop gros. Trop impensable. Mais les images. Les images ne mentaient pas. Et très vite, la vidéo se propagea. D'abord d'une voisine à une autre. Puis dans tout le quartier. Et enfin, comme une traînée de poudre, elle atteignit les marchés de Bonalamba. Pendant ce temps, Mama d'en bas, inconsciente de l'incendie qu'on avait allumé derrière elle, s'était levée tôt, comme chaque matin. Elle avait attaché son pagne au motif rouge, noué un foulard propre autour de sa tête, et poussé sa charrette pleine de poissons fumés jusqu'au marché central. Elle était fière. Elle ne manquait jamais de se vanter de la saveur unique de son poisson, de la noirceur parfaite de sa fumée. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Personne ne s'approchait. Les clientes qu'elle connaissait bien passaient devant elle sans un regard. Certaines faisaient semblant de ne pas la voir, d'autres s'éloignaient aussitôt qu'elles sentaient l'odeur.
Mama d'en bas fronça les sourcils. Fatou, viens goûter le maquereau d'aujourd'hui, il est tendre comme du beurre. Fatou détourna les yeux. Non merci, j'ai déjà acheté. Elle savait que c'était faux. D'habitude, Fatou ne jurait que par son poisson. Mais aujourd'hui, la peur brillait dans son regard. Et Mama d'en bas comprit, lentement. Une sensation sourde dans le ventre. Un frisson. Comme si une ombre glissait derrière elle. Elle rangea ses affaires plutôt que d'habitude. Les yeux lourds. Le cœur battant un peu trop vite. Le marché, d'un seul coup, lui semblait étrange. Hostile. Comme si toutes les voix, tous les regards, tous les murmures convergeaient vers elle. De retour à la maison, elle trouva Doudou, son dernier fils, recroquevillé sur le lit, fiévreux, le visage inondé de sueur. Doudou. Mon fils. Elle se précipita, le secoua doucement. Il gémit faiblement. Sa respiration était saccadée. Ses yeux roulaient sous ses paupières. Elle appela un taxi, haletante, et l'emmena à l'hôpital le plus proche. Là, les médecins le prirent en charge rapidement. Ils firent des examens. Sang, urine, échographie. Ils posèrent des questions. Mais au bout de 2 heures, un médecin la prit à part. « Madame, votre fils est très malade. Il est en train de s'affaiblir rapidement. Mais, on ne trouve aucune cause. Aucun virus, aucune bactérie. C'est comme si, son corps se fermait. » Elle vacilla. « Docteur, c'est pas possible. Il allait bien ce matin. Il a rien mangé dehors, j'ai vérifié, j'ai toujours fait attention. » Le médecin haussa les épaules, impuissant. On continue les examens. Mais pour le moment, c'est inexpliqué. Elle retourna près du lit. Elle prit la main moite de son fils, priant à voix basse, récitant les sourates comme des boucliers invisibles. Le cœur lourd, la tête vide. Mais elle n'eut pas le temps de se poser davantage de questions. Son téléphone sonna. Un numéro qu'elle connaissait bien. Celui de son frère, Mamadou. Elle décrocha. Allô? De l'autre côté, une voix étranglée, brisée, d'en bas, ton mari et ta fille. Ils ont eu un accident, sur la route de Ngoma. Ils sont morts. Tous les deux. Sur le coup. Le téléphone glissa de ses mains. Un cri muet se forma dans sa gorge. Elle n'entendait plus rien. Son cœur cognait si fort que ses oreilles bourdonnaient. Son mari. Sa fille. Doudou, fiévreux à l'hôpital. Le poisson invendu. Les regards fuyants. Le lendemain matin, après une nuit blanche à pleurer en silence sur le sol froid de l'hôpital, Mama d'en bas se leva comme un automate. Elle laissa Doudou entre les mains des médecins, incapable d'apporter plus que ses prières et ses soupirs, et prit un taxi vers la périphérie de Bonalamba. Le cœur en lambeaux, le regard vide, elle descendit près du vieux baobab, puis marcha à pied le long d'un sentier que peu osaient emprunter. Elle alla voir celui que l'on n'appelait jamais par son nom. On disait simplement, le vieux. Un marabout redouté. Un homme qui, disait-on, parlait avec les morts, lisait l'avenir dans les flammes, et buvait du thé avec les esprits de la brousse. C'était lui qui, des années plus tôt, lui avait murmuré cette méthode étrange. C'était lui qui lui avait offert le secret de la fumée qui attire. Quand elle entra dans la case circulaire, faite de terre battue et de tiges de mil, il ne leva même pas les yeux. Assis en tailleur, torse nu, une pipe entre les lèvres, il parlait à voix basse, comme s'il conversait avec quelqu'un qu'elle ne voyait pas. Mama d'en bas s'agenouilla lentement. « Mon père, tout va mal. Je vends plus. Mon fils est malade. Mon mari et ma fille, ils sont morts ce matin. » Le marabout souffla un long nuage de fumée blanche. Puis il releva la tête. Ses yeux, voilés d'un blanc laiteux, la fixèrent comme s'il voyait à travers elle. « Tu as rompu le pacte. » Un silence lourd s'abattit. Elle secoua la tête, paniquée. « Non. Non, je vous jure. Je n'ai rien dit à personne. Même pas à mon mari. Je n'ai jamais parlé du poisson. Jamais. » Le marabout ferma les yeux. Il saisit une calebasse remplie d'eau noire, marmonna quelques mots, puis y plongea un collier d'osselets qu'il secoua doucement. Quand il rouvrit les yeux, sa voix se fit grave. Sombre comme un tonnerre lointain. « Tu n'as rien dit, mais quelqu'un a vu. 2 personnes.
une voisine. Et une fille avec elle. Elles t'ont observé. Elles ont vu les tissus. Elles ont vu le feu. Et elles ont parlé. L'une d'elles a filmé. Mama d'en bas sentit le sol se dérober sous elle. Rosalie, murmura-t-elle. Elle se rappela vaguement d'un bruissement dans les feuilles. D'un frisson étrange ce jour-là, comme si on l'observait. Le marabout continua. Tu ne comprends pas, d'en bas. Les esprits qui habitaient ces tissus, ce n'étaient pas de simples morts. C'étaient des âmes errantes. Des corps sans sépulture digne. Des gens partis dans la douleur, dans la colère. En fumant ton poisson avec leur linceul, tu les alliais à ton commerce. Ce sont eux qui attiraient les clients. Leur odeur, leur énergie, c'est ce que les gens venaient chercher sans le savoir. Elle tressaillit. Mais pourquoi mon fils est malade? Pourquoi mon mari et ma fille sont morts? J'ai toujours payé mes offrandes. J'ai toujours respecté les règles. Le marabout haussa les épaules, un éclat impitoyable dans le regard. Le pacte était simple, tant que le secret reste intact, tu prospères. Mais s'il est découvert, tout se retourne. Tout. Le succès devient ruine. La fertilité devient sécheresse. Ce que les esprits t'ont donné, ils le reprennent. Et plus encore. Il se pencha légèrement vers elle. Ton fils est en train de mourir parce qu'il a trop mangé de ces poissons. Il a hérité des douleurs de ceux que tu as utilisés. Ton mari et ta fille n'étaient que les premières dettes à payer. D'autres viendront si tu ne répares pas. Mama d'en bas sentit ses entrailles se nouer. Elle ne pouvait plus respirer. Elle se recroquevilla, le front contre le sol, les mains tremblantes. Pardonnez-moi. Que dois-je faire? Qu'il me reprenne tout, mais qu'il laisse Doudou vivre. Je ferai tout ce qu'il faut. Le marabout resta silencieux quelques secondes. Puis, d'une voix rauque, il prononça. Il n'y a qu'un seul moyen de refermer le portail que tu as ouvert. Tu dois retrouver tous les poissons qui ont été vendus depuis 6 mois. Les brûler dans une cérémonie. Faire laver ta maison. Et surtout, tu dois aller demander pardon à ceux que tu as trompés. Un par un. À visage découvert. Elle leva les yeux, paniquée. Mais, je ne peux pas. Je serais humilié. Exclu. Il lui répondit simplement. L'humiliation vaut mieux que la tombe. Choisis. Le silence retomba dans la case. Un silence plein de présence invisible. Mama d'en bas sentit, pour la première fois, le poids réel de ses actes. Le marché vide n'était que le début. Ce qu'elle avait pris pour un simple commerce, était un pacte avec l'invisible. Et elle venait d'en briser la clause la plus sacrée. Le marabout restait silencieux, les yeux clos, ses doigts effleurant les coris éparpillés sur la natte tissée. Le silence dans sa case était pesant, traversé seulement par le cliquetis sec des perles contre le sol. Puis, d'une voix grave, presque caverneuse, il parla. Elles t'ont vu, d'en bas. 2 femmes. Elles se cachaient, mais les esprits les ont vues. Elles ont regardé. L'une d'elles avait un téléphone. Elles ont parlé. Montré. Le secret n'est plus un secret. Tu as rompu le pacte. Mama d'en bas, pétrifiée, ouvrit lentement la bouche. Ses mains tremblaient, crispées sur le tissu de sa jupe. Mais, j'ai rien dit. J'ai jamais parlé, jamais raconté. Tu n'avais pas besoin de parler. Le pacte était clair, tant que personne ne savait, tu étais protégé. Mais dès qu'un œil profane voit, tout s'effondre. Et tout a commencé. Le marché t'a rejeté. Ton fils est entre les mains des esprits. Et maintenant, ton mari, ta fille. Il s'interrompit. Un silence glacial tomba sur la pièce. Ils ont pris ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est que le début si tu ne répares pas. Elle le fixa, la gorge nouée. Sa voix était un souffle brisé. Réparer, comment? Dites-moi. Je ferai tout ce qu'il faut. Je veux que mon fils vive. Reprenez tout, mais laissez-moi Doudou. Le marabout secoua lentement la tête, le regard perdu dans le vide. On ne négocie pas avec les morts comme avec les vivants. Le sang a été touché. L'équilibre est rompu. Tu as trahi l'accord. Tu as trahi les esprits. Et ils réclament plus. Elle éclata en sanglots,
les épaules secouées, le visage enfoui dans ses mains. Le marabout la laissa pleurer, longtemps. Puis, il parla à nouveau. Tu peux faire un sacrifice. Le plus grand. Un abandon total. Quitter cette ville. Partir loin, sans te retourner. Renoncer au commerce. Brûler ce qui reste de tes poissons. Détruire ce qui a été touché. Et surtout, demander pardon. Pas à moi. Pas aux gens. Mais à ceux que tu as utilisés. Elle releva la tête, hagarde. Et mon fils? S'il y a un reste de compassion dans ce monde invisible, il vivra. Mais tu ne pourras pas rester ici. Bonalamba ne te pardonnera pas. Le lendemain, à l'aube, un feu étrange s'éleva dans la cour de Mamadamba. Un feu lourd, noir, presque visqueux. Elle y jeta les tissus. Les derniers poissons fumés. Les paniers. Les filets. Même la charrette. Tout brûla. Le feu avait une odeur insoutenable. Les voisins observaient de loin, certains effrayés, d'autres curieux, mais tous silencieux. Puis elle entra dans la maison. Prépara un maigre sac. Une robe. Une photo de ses enfants. Quelques billets. Et elle sortit, sans un mot. À l'hôpital, Doudou ouvrit les yeux quelques heures plus tard. Sa fièvre était tombée. Les médecins, confus, parlèrent de « miracle ». Personne ne comprenait. Mais la nouvelle fit le tour des couloirs. Mamadamba, elle, ne revint pas le voir. Elle avait laissé un mot à l'infirmière, « Prenez soin de mon fils. Je ne peux plus être là. Pardonnez-moi. » À Makolo, le vent tourna. Les femmes du quartier, longtemps frappées par des malheurs inexpliqués, commencèrent à retrouver la paix. Les enfants tombaient moins souvent malades. Les hommes trouvaient du travail. Les ventes au marché redevenaient normales. Et peu à peu, on comprit. Les poissons noirs au goût trop fort, la misère qui collait à leur vie, les tensions, les maladies, les fausses couches, les dettes. Tout cela avait été une marée lente, noire, qui avait recouvert Makolo. Et Mamadamba en avait été le canal. Elle avait été pauvre. Elle avait eu faim. Elle avait voulu élever ses enfants dignement. Mais dans son ambition, elle avait marché sur le chemin des morts, sans mesurer le prix. Rosalie, elle, ne dormit plus jamais comme avant. Elle effaça la vidéo. Brisa son vieux téléphone. Et passa de longues semaines sans parler. Mais elle savait. Elle avait vu l'ombre. Et l'ombre l'avait vue. On dit que Mamadamba erre aujourd'hui dans les villages du Nord. Qu'elle vend des arachides au bord de la route. Qu'elle parle peu. Qu'elle évite les regards. Mais certains disent aussi, que dans ces silences, on entend encore les murmures des morts. Et parfois, quand le vent souffle de Bonalamba jusqu'à Makolo, une odeur de fumée noire revient hanter les ruelles. Comme pour rappeler que les secrets cuisinés dans le noir finissent toujours par remonter à la surface. Et toi? Si tu avais été à la place de Rosalie, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu filmé en secret? Aurais-tu confronté Mamadamba? Ou, aurais-tu fui, en prétendant n'avoir rien vu? Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à sa place. Et surtout, de quelle ville ou pays est-ce que tu nous regardes? J'adore savoir jusqu'où voyagent nos histoires. L'espace commentaire est à toi. Et si cette histoire t'a touché ou donné des frissons, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. D'autres récits encore plus forts arrivent bientôt. À très vite pour une nouvelle histoire. Maïssa avait ce genre de lumière qu'on ne pouvait pas ignorer. Pas seulement parce qu'elle était belle, mais parce que cette lumière venait de l'intérieur, comme un feu doux qui ne s'éteint jamais. Un éclat dans ses yeux noirs, pétillant de malice et de curiosité, un sourire spontané qui illuminait son visage à chaque instant, une joie de vivre contagieuse qui enveloppait tout autour d'elle comme une douce brise fraîche lors d'un après-midi trop chaud. À l'école, on parlait d'elle avec une affection presque paternelle. Même les professeurs, parfois sévères, perdaient un peu de leur rigueur face à cet élève modèle. Maïssa? C'est une étoile filante, un rayon de soleil, disait souvent Madame Cady, sa professeure de français, en observant ses cahiers impeccables, ses dissertations bourrées d'idées lumineuses et ses commentaires toujours justes. Les camarades, eux, se pressaient pour travailler avec elle, pour sentir ce souffle d'intelligence naturelle et de gentillesse sincère. Elle n'était pas seulement brillante, elle était profondément humaine, sociable, toujours prête à tendre la main ou à écouter. Chez elle,
dans la petite maison en briques rouges du quartier populaire de Zambilla, l'atmosphère était un mélange subtil d'amour et de rigueur. Le père de Maïssa, Moussa, était un homme droit, au regard fier mais doux. Il travaillait comme agent de sécurité dans une grande entreprise, et malgré ses longues journées, il ne ratait jamais un moment pour encourager sa fille. Sa mère, Aminata, femme discrète mais forte, tenait la maison avec une patience infinie. Elle était couturière, réparant les habits du voisinage, transformant de vieux tissus en petits trésors. Leur revenu modeste était compensé par une fierté intacte et un amour sans faille. « Ma fille sera médecin », répétait Moussa à qui voulait l'entendre, le regard illuminé d'espoir. « Ou avocate. »« Ou ingénieur », rajoutait Aminata en souriant, comme pour ne pas laisser l'ombre d'un doute planer. Ces mots étaient leur hymne, leur promesse à elle-même, à Maïssa, à la vie. Dans ce foyer simple mais chaleureux, on partageait les repas avec des sourires et des projets. Le soir, les rires de Maïssa, ses histoires d'école et ses rêves emplissaient la petite cour de la maison. Même les voisins, lorsqu'ils croisaient la jeune fille dans la ruelle, murmuraient avec admiration, « Celle-là, elle ira loin. » Mais tout cela, c'était avant. Avant que les murs de la maison ne deviennent sourds à sa voix. Avant que les éclats de rire ne se fassent rares, avant que les repas ne soient plus que des silences gênés. Avant que ses cahiers ne se remplissent de zéros et de ratures, comme si ses mains tremblaient quand elle écrivait. Avant que Maïssa elle-même ne se perde, sans que personne ne comprenne vraiment quand ni pourquoi. C'est arrivé comme un orage d'été. Brusque. Imprévisible. Comme si la lumière s'était brutalement éteinte, laissant place à une obscurité glaciale. Un matin, Maïssa s'est levée avec des cernes violacées sous ses yeux, son regard était flou, absent. Aminata a d'abord cru à un rhume, ou à une nuit trop courte. Elle lui a préparé une tisane, lui a demandé de rester au chaud. Mais les jours suivants, la lueur avait disparu. À l'école, Maïssa ne répondait plus aux questions. Elle perdait le fil de ses pensées. Ses mains, qui autrefois dansaient sur les cahiers, hésitaient à tracer les lettres. Elle faisait des fautes grossières, là où autrefois elle maniait la langue comme une poétesse. En une semaine, elle ne comprenait plus ses cours. En 2 semaines, elle refusait d'y aller. En un mois, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les parents échangèrent des regards lourds, désespérés. Moussa serrait les poings, impotent. Aminata, la gorge nouée, murmurait dans ses prières nocturnes, implorant un miracle, un signe, une réponse. Le silence s'était abattu dans la maison. Maïssa ne parlait plus, ne riait plus. Elle était là, mais ailleurs, loin, dans un monde que personne ne pouvait voir, ni atteindre. Et ce qui semblait être une simple éclipse allait bientôt révéler un abîme bien plus profond. Les jours, puis les semaines, puis les mois s'étiraient comme un fil trop tendu, prêt à céder. Maïssa avançait à pas lents, maladroit, comme si chaque mouvement demandait un effort titanesque. Le temps semblait se jouer d'elle, la ramenant sans cesse vers cette nuit obscure où elle avait perdu son éclat. À l'école, les regards avaient changé. Ce n'était plus la fille brillante qu'on enviait, mais une élève en difficulté, perdue dans ses livres, cherchant ses mots, tâtonnant dans un brouillard d'oubli. Ses camarades étaient partis devant, vers des chemins plus clairs, tandis qu'elle restait là, sur le bord, tentant de recoller les morceaux de sa mémoire brisée. À la maison, l'ambiance s'était chargée de silence et de retenue. Moussa continuait à travailler dur, sans jamais vraiment oser parler du mal qui rongeait leur fille. Aminata, elle, veillait sur Maïssa comme une gardienne de flammes vacillantes, parfois prise d'un désespoir muet qu'elle dissimulait derrière ses gestes quotidiens. Un soir, alors que la maison baignait dans la douceur ambrée des lampes à huile, Aminata entra dans la chambre de Maïssa. La jeune fille était assise sur son lit, un vieux manuel ouvert sur les genoux, mais ses yeux étaient fermés, ses mains immobiles. « Maïssa » murmura Aminata, s'approchant doucement. La jeune fille ouvrit les paupières, le regard vide. « Tu veux quelque chose » Un souffle, à peine. « Maman, je n'y arrive plus. Je suis fatiguée. » Aminata sentit son cœur se serrer. Elle prit la main de sa fille, froide et tremblante. Elle s'assit à ses côtés et regarda par la fenêtre la nuit qui s'étendait, silencieuse et profonde. Ce fut cette nuit-là que la puce lui vint à l'oreille. Aminata se rappela une vieille chanson que sa propre mère chantait quand elle était enfant, une prière de force et d'espoir. Un besoin urgent naquit en elle, comme un appel désespéré. Chaque soir, après avoir préparé les repas et aidé Maïssa à faire quelques exercices,
elle s'agenouillait dans le petit coin de prière au salon, allumait une bougie et murmurait. Ô Dieu des montagnes et des rivières, toi qui es la lumière dans l'obscurité. Guide ma fille sur le chemin de la vie. Donne-lui la force de se relever. Et que ton souffle renouvelle son esprit. Elle ne disait rien à Moussa, mais dans son cœur, cette prière grandissait, devenait plus forte, plus urgente, chaque jour un peu plus. Le chemin fut long, pénible. Maïssa titubait encore, reculait parfois, mais ne s'arrêtait pas complètement. Elle refusait de baisser les bras, parce que, quelque part dans son esprit brouillé, un écho lointain lui soufflait qu'elle pouvait encore briller. Les années passèrent, les cahiers se remplirent à nouveau, lentement, maladroitement, mais avec une volonté farouche. Elle recommença à poser des questions, à sourire timidement, à retrouver des fragments de son ancienne lumière. Enfin, le jour vint où, après tant d'efforts et de larmes, Maïssa reçut son diplôme. Ce jour-là, dans la cour de l'école, elle portait sa robe simple, son visage marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une fierté nouvelle. Sa famille était là, silencieuse, émue, pleine d'espoir. Aminata regarda sa fille, et ses prières, longues et tenaces, semblèrent avoir trouvé une réponse. Elle sut que le combat n'était pas fini, mais que la lumière de Maïssa, bien que fragile, était revenue. Le jour de la remise du diplôme, la joie éclata dans la maison comme un feu d'artifice après une longue nuit d'orage. Moussa serrait Maïssa dans ses bras, les yeux embués de larmes. Aminata, elle, ne quittait pas sa fille du regard, un sourire immense illuminant son visage fatigué. « Tu as réussi, Maïssa. Tu as enfin réussi, » murmurait Moussa, sa voix tremblante d'émotion. Pour célébrer ce triomphe sur la douleur, sur les doutes, sur la longue nuit, les parents décidèrent de préparer un plat spécial, un plat de fête, un plat qui symboliserait la victoire et l'amour, du garba au poisson, le plat préféré de leur fille. Le lendemain matin, Aminata enfila son pagne et prit son panier pour aller au marché de Zambila. Les étals débordaient de couleurs, d'odeurs, de cris joyeux des marchands. Elle avançait d'un pas décidé, portant dans son cœur l'image de Maïssa, ce rayon de lumière revenu, qu'elle voulait honorer. Arrivée chez son voisin, Amadou, le pêcheur, elle le salua avec chaleur. « Bonjour Amadou. Je viens pour un poisson frais, le plus gros que tu aies. » Amadou sourit, essuyant ses mains rugueuses sur son tablier. « Aminata, tu tombes bien. J'ai justement un gros poisson, mais il est cher, tu sais. J'ai aussi des petits, moins chers, si tu préfères. » Mais Aminata secoua la tête, les yeux brillants de détermination. « Non, je veux le gros. C'est pour Maïssa, tu comprends. C'est un jour spécial. Je veux le meilleur pour elle. » Les négociations commencèrent, vives et joyeuses, comme un rituel ancien. Amadou essayait de faire baisser le prix, lui rappelant la valeur des petits poissons, plus économiques. Aminata, elle, refusait de céder, insistait sur l'importance de ce moment. Finalement, après de longues minutes, elle repartit avec le dernier gros poisson de la journée, son panier bien rempli, le cœur léger. Aminata rentra chez elle, le panier bien chargé, le gros poisson soigneusement enveloppé dans des feuilles de bananier pour le garder frais. Le soleil déclinait doucement à l'horizon, baignant le quartier de Zambila d'une lumière dorée, presque magique. Elle marchait lentement, heureuse, le poids du poisson dans ses mains lui rappelant la valeur de ce qu'elle tenait, non seulement un repas, mais un symbole d'espoir et d'amour. Chaque pas la rapprochait un peu plus du moment où toute la famille pourrait se retrouver, partager la victoire de Maïssa. En entrant, elle fut accueillie par Moussa qui, déjà, avait préparé le feu de bois dans la petite cuisine extérieure, sous le grand manguier. Le crépitement du feu était une douce musique, promettant un festin. « Voilà ce que j'ai rapporté, » dit Aminata en posant délicatement le panier sur la table. « Ce poisson est magnifique, » sourit Moussa en le caressant du regard. « Tu as bien négocié. » Elle sourit, un peu fatiguée, mais fière. C'est le dernier gros qu'Amadou avait. Je voulais que Maïssa ait le meilleur. Elle le mérite. Aminata commença la préparation avec soin. Elle prit le gros poisson qu'elle avait acheté, le posa sur une planche en bois et sortit un grand couteau. D'un geste précis, elle commença à le couper pour le nettoyer, ses doigts expérimentés effaçant les traces de la mer. Mais soudain, en ouvrant la cavité du poisson, son regard se figea. Là, niché parmi les entrailles, un objet métallique brillait faiblement sous la lumière tamisée de la cuisine. Aminata fronça les sourcils et tendit la main pour en sortir un petit cadenas fermé, avec une clé attachée dessus par un anneau fin. Moussa,
viens voir ça. Appela T.L., intriguée. Son mari accourut, intrigué par le ton de sa voix. Elle lui tendit le cadenas et la clé. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-il en examinant l'objet. Sans hésiter, il prit la clé et l'inséra dans la serrure. Un petit clic retentit, et le cadenas s'ouvrit. Mais à l'intérieur, rien. Juste un vide, rien d'autre. Il fronça les sourcils, puis éclata de rire. C'est bizarre, mais je ne vois rien à l'intérieur. Peut-être un vieux jouet ou une sorte de porte-bonheur. Il passa un coup d'eau sur le cadenas et la clé, les essuya doucement, puis les posa sur la table. On les gardera, au cas où. Aminata hocha la tête, encore un peu pensive, puis retourna à la cuisine pour finir la préparation du garba. Le parfum des épices emplit bientôt la maison, enveloppant chacun dans une douce anticipation. Quand tout fut prêt, ils dressèrent la table dehors, sous le manguier. Maïssa, fatiguée mais souriante, s'assit entre ses parents. Moussa prit la parole, les yeux brillants d'émotion. « Ma fille, nous sommes tellement fiers de toi. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu as tenu bon. Tu as réussi. » Aminata ajouta, la voix tremblante de joie. « Tu es notre fierté, Maïssa. Ce que tu as accompli montre la force qui est en toi. » À leur grande surprise, Maïssa semblait différente. Elle parlait avec plus d'entrain, sa voix retrouvait cette clarté joyeuse d'autrefois. Elle partageait même ses projets avec enthousiasme. « Je pense que je vais continuer, vous savez. J'aimerais entamer des études de médecine. Pour de vrai cette fois. » Ses parents s'échangèrent un regard étonné, presque incrédule. « C'est comme si tu avais retrouvé la lumière que tu avais perdue, » dit Aminata en souriant. « Oui, » répondit Maïssa, la joie dans ses yeux, comme une promesse renouvelée. Ils mirent ce changement sur le compte de l'émotion et de la fierté d'avoir franchi ensemble cette étape. Un nouveau chapitre semblait s'ouvrir, empreint d'espoir et de rêves retrouvés. Quelques heures plus tard, alors que la maison baignait encore dans la douce lumière du crépuscule, le téléphone de Moussa sonna brusquement, brisant le calme retrouvé. Il décrocha, une voix inquiète à l'autre bout du fil. « Monsieur Moussa ? Ici Yacouba, du marché. Je vous appelle pour vous prévenir, la boutique de votre sœur a pris feu cet après-midi. C'était un incendie violent, on a tout fait pour sauver ce qui pouvait l'être, mais elle est très abîmée. » Moussa sentit son cœur se serrer. « Oui, je sais. Elle est au marché, n'est-ce pas? » « Oui, mais ce n'est pas tout, monsieur. Votre sœur a voulu venir voir la situation, mais en chemin, elle a eu un grave accident. Elle est aux urgences de l'hôpital régional. Les médecins disent que son état est sérieux. »« Où est-elle exactement ?» demanda Moussa, la voix tremblante. « Elle vous réclame, monsieur Moussa. Elle veut que vous veniez au plus vite. » Sans perdre une seconde, Moussa remercia Yacouba, posa le combiné, le regard chargé d'inquiétude. Aminata, qui avait entendu l'appel, s'approcha en silence. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, anxieuse. « C'est ta tante, elle a eu un accident. Elle est à l'hôpital. » Un silence lourd s'installa, comme une ombre passant sur leur joie toute récente. Maïssa sentit son sourire s'effacer, ses pensées tourbillonnant. La famille se prépara rapidement, se préparant à affronter cette nouvelle épreuve, ensemble. La famille monta rapidement dans la vieille voiture de Moussa, le cœur lourd et les mains serrées sur le volant. Aminata guida Maïssa qui tenait la main de son père, tandis que les minutes s'étiraient comme des heures sur la route vers l'hôpital régional. À leur arrivée, les lumières froides du bâtiment tranchèrent avec la chaleur du crépuscule. Ils entrèrent dans le hall, où une ambiance clinique et chargée d'inquiétude flottait dans l'air. Le réceptionniste, un jeune homme aux traits fatigués, les accueillit d'un regard grave. « Bonjour, que puis-je pour vous ?» demanda-t-il, professionnel. « C'est notre sœur, notre tante, » expliqua Moussa d'une voix tremblante. « On nous a dit qu'elle est en réanimation. On voudrait la voir. » Le jeune homme baissa la tête, visiblement gêné. « Je suis désolé, monsieur, mais la réanimation est une zone strictement réservée au personnel médical. La patiente est dans un état critique. Les visites ne sont pas autorisées. » Un silence pesant suivit sa réponse. Aminata sentit une boule monter dans sa gorge. « S'il vous plaît, » insista Moussa, « elle réclame notre présence. C'est important pour elle. » Le réceptionniste hésita, jetant un coup d'œil vers les couloirs derrière lui.
Je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit, mais je vais avertir l'infirmière de service. Quelques minutes plus tard, une femme en blouse blanche apparut, le visage marqué par la fatigue. Elle écouta rapidement la demande, puis se tourna vers eux avec douceur. « Je comprends votre inquiétude. L'état de votre sœur est effectivement très grave. La réanimation est un environnement délicat, mais je peux vous permettre une visite très courte, à condition que vous respectiez les consignes strictes d'hygiène et de silence. » Les yeux de Moussa s'illuminèrent d'un espoir fragile. « Merci, madame, dit-il avec gratitude. » Elle leur donna des masques et des surblouses, expliquant les gestes à suivre. Alors qu'il s'apprêtait à entrer, Maïssa, le regard déterminé, serra la main de sa mère. « Je veux être là pour elle. » La famille pénétra dans cette pièce aseptisée, où la fragilité de la vie semblait suspendue entre machine et silence. Dès qu'elle aperçut sa famille entrer dans la chambre de réanimation, la tante éclata en sanglots. Son corps frêle, relié à des tuyaux et allongé dans le lit d'hôpital, semblait s'être effondré sous le poids d'un lourd fardeau. « Pardonnez-moi, je vous en supplie, » chuchota-t-elle d'une voix rauque, étranglée par les larmes. Aminata s'approcha d'elle, bouleversée, et posa une main douce sur son bras. « Calme-toi, c'est l'émotion, on comprend, l'accident, le choc, tu vas t'en sortir, on est là maintenant. » Moussa, debout à ses côtés, hochait la tête, ému mais encore rationnel. « Tu n'as pas à t'excuser, c'est un accident, ce n'est la faute de personne. » Mais la tante secoua faiblement la tête. « Non, ce n'est pas l'accident, je parle d'avant, de Maïssa, de tout ce que je vous ai pris. » Elle tourna lentement les yeux vers la jeune fille, qui se tenait à l'écart, confuse. Maïssa fronça les sourcils, surprise, cherchant dans les yeux de sa tante une explication. « C'est moi, » dit-elle dans un souffle brisé. « C'est moi qui ai détruit Maïssa. C'est moi la cause de ces années de souffrance. » Aminata et Moussa échangèrent un regard incrédule. Maïssa, figée, ouvrit à peine la bouche, comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. « Qu'est-ce que tu racontes » demanda Moussa, le visage tendu, les bras croisés comme pour se protéger d'une vérité qu'il refusait de croire. La tante reprit difficilement, les larmes roulant sur ses joues, sa voix brisée par les remords. « Je n'arrivais plus à supporter votre bonheur. Vous formiez une famille unie, votre maison respirait la joie, ta fille. Maïssa, elle brillait trop fort. Elle était belle, souriante, intelligente, et moi, j'étais seul. L'homme que j'aimais m'avait abandonné avec une fille qui n'avait rien de ce que la tienne possédait. Je regardais votre vie et je brûlais de l'intérieur. » Moussa s'avança, un peu perdu, les poings serrés, le regard noir. Elle hocha la tête lentement. « J'ai été voir un marabout. Un homme qui m'a promis que tout ce que votre fille avait, il pouvait le détourner pour ma propre fille. Son intelligence. Sa lumière. Ses chances. Il m'a donné un cadenas. Il m'a dit, ferme-le avec cette clé, et jette-le là où personne ne pourra le trouver. Tant que le cadenas reste fermé, sa vie sera comme verrouillée, et toi, tu prospéreras. » Maïssa, les jambes flageolantes, se laissa tomber sur un siège. Ses yeux étaient vides, comme si elle regardait à travers le mur. « J'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai jeté le cadenas dans la mer, un matin, au lever du jour. Peu de temps après, ma boutique a commencé à marcher. L'argent entrait. Tout s'ouvrait pour moi, pendant que votre fille, elle se refermait, se perdait. » Aminata, tremblante, porta les mains à sa bouche, comme pour étouffer un cri. « Mon Dieu ! Il m'avait prévenu, » reprit la tante, la voix de plus en plus faible. « Il m'a dit, si ce cadenas est un jour ouvert, elle retrouvera tout ce que tu lui as pris. Mais toi, tu perdras tout. Même ta vie. » Elle ferma les yeux un instant, comme pour puiser dans ses dernières forces. « Aujourd'hui, quand ma boutique a pris feu, j'ai tout de suite senti que c'était ça. Mon cœur s'est serré. Et quand j'ai appris l'accident, j'ai compris. Quelque chose s'est passé. Je ne sais pas comment, je ne comprends pas, je l'avais jeté dans la mer. » Moussa et Aminata se regardèrent, bouleversés. Le cadenas. Le poisson. Le gros poisson qu'Aminata avait tant insisté pour acheter, contre toute logique, comme si une force invisible l'y poussait. Ce cadenas qu'elle avait trouvé dans les entrailles du poisson, avec la clé toujours dessus. Ce cadenas que Moussa avait ouvert, sans comprendre, et qu'ils avaient simplement lavé et mis de côté. Ils tournèrent lentement la tête vers Maïssa. Et là, ils comprirent.
Son regard n'avait plus rien de flou. Elle tenait sa tête droite. Elle respirait avec légèreté, comme si une chaîne invisible venait d'être brisée. La tante sanglotait maintenant, perdue dans le remords. Je ne mérite pas votre pardon. J'ai volé des années à votre fille. Je l'ai condamnée sans raison. Je voulais que la mienne réussisse, mais à quel prix? Aujourd'hui, j'ai tout perdu, même mon âme. Un silence pesant tomba dans la pièce. Le bruit des machines semblait soudain lointain, comme étouffé par la révélation. Puis Aminata s'approcha du lit, les yeux embués de larmes, mais la voix ferme. Tu as fait une chose horrible, mais Dieu a permis que tout soit mis en lumière. Ce qui a été volé a été rendu. Tu vas répondre de tes actes, mais nous allons prier pour que ton âme ne soit pas perdue. Pour que le cœur de Maïssa guérisse. Et qu'elle vive, enfin. Ils sortirent de la salle sans dire un mot de plus. Le cœur lourd, le regard fuyant, le pas lent. Dans leur dos, les sanglots étouffés de la tante résonnaient comme un lointain écho de culpabilité. Elle restait là, seule, recroquevillée sur ce lit d'hôpital, noyée dans les larmes, tandis que s'éloignait, portant avec eux un poids qu'ils ne savaient pas encore nommer, celui du pardon à accorder, celui du mal à digérer. Les jours passèrent. Les semaines aussi. Avec beaucoup de difficultés, et un corps affaibli, la tante finit par se rétablir. Lentement. À chaque pas, la douleur des blessures physiques se mêlait à celle, bien plus profonde, des regrets. Elle ne sortit pas de l'hôpital triomphante. Non. Elle en sortit courbée, l'âme vacillante, mais consciente d'avoir été épargnée. Elle savait qu'elle aurait dû mourir. Elle l'avait ressenti, dans chaque frisson de fièvre, dans chaque battement de cœur vacillant sous les machines. Et pourtant, elle avait vécu. Dieu l'avait laissée vivre. Alors, un matin, sans bruit, elle se leva et prit une décision, elle confierait sa vie à Dieu. Chaque dimanche désormais, elle allait à l'église, main dans la main avec sa fille. Elle s'asseyait toujours au même endroit, vers le fond, humble, silencieuse. Pendant les prières, elle pleurait souvent, pas bruyamment, mais de cette façon qui tord la gorge et libère l'âme. Sa fille la regardait parfois du coin de l'œil, sans toujours comprendre, mais sentait que quelque chose en elle changeait. Un jour, alors que la messe venait de se terminer, elle n'en pouvait plus. Le poids sur sa poitrine devenait insupportable. Elle attendit que tout le monde soit parti, puis s'approcha lentement du prêtre, un homme âgé, au regard doux mais pénétrant. « Mon père, j'aimerais me confesser. » Le prêtre l'écouta avec une patience infinie. Dans le silence du confessionnal, elle raconta tout. Chaque détail. Chaque noirceur. Chaque pas vers l'ombre qu'elle avait osé faire. Elle n'omit rien. Ni le marabout, ni le cadenas, ni la mère. Ni la douleur qu'elle avait semée. Ni l'innocence qu'elle avait volée. Lorsque le silence retomba, long, presque douloureux, le prêtre inspira profondément. « Ce que tu as fait est grave, ma fille. Très grave. Tu as usé des forces des ténèbres pour détruire une vie. Tu as volé la lumière d'un enfant, pour la donner à un autre. Ce n'est pas seulement une offense à ta famille. C'est une offense à Dieu lui-même. » Elle se mit à pleurer, le cœur à nu, tremblante. « Je ne veux plus vivre comme ça. Je veux réparer. Je veux que Dieu me pardonne. » Le prêtre, d'une voix posée, presque bienveillante, poursuivit. « Tu as entamé le chemin. Et c'est pour cela que tu vis encore. Tu aurais dû mourir, tu le sais. Mais en confessant la vérité à ton frère et à sa femme, en leur rendant leur fille par la vérité, tu as ouvert une brèche pour la grâce. C'est cela qui t'a sauvé. » Il lui expliqua ensuite le processus du pardon, la pénitence, la prière, la réparation du mal fait autant que possible. Il lui demanda d'assister régulièrement à la messe, de s'engager dans la charité, de prier pour la jeune fille qu'elle avait blessée, et de ne plus jamais chercher à obtenir par l'occultisme ce que seule la vie devait donner. Elle accepta. Tout. Sans condition. Ce jour-là, elle sortit de l'église différente. Ce n'était pas une conversion spectaculaire. C'était un frémissement profond, discret mais solide. Le début d'une reconstruction lente, douloureuse, mais sincère. Elle entama une nouvelle vie. Elle ne cherchait plus à briller. Elle ne cherchait plus à comparer. Elle vendait de simples fruits sur un petit étal, loin du marché principal. Mais son cœur, lui, était en paix. Elle priait matin et soir.
Elle jeûnait souvent. Et sa fille aussi changea. Plus calme. Plus douce. Plus encline à l'écoute. Dieu lui accorda sa grâce. Non pas parce qu'elle l'avait mérité, mais parce qu'elle avait reconnu, avoué, demandé. Et que dans la lumière de l'aveu, la miséricorde avait pu s'infiltrer. Et quelque part, dans une maison voisine, Maïssa, rayonnante, poursuivait ses études de médecine, le cœur ouvert à l'avenir. Maïssa reprit sa vie avec une ardeur nouvelle. Ce n'était plus seulement une délivrance invisible, c'était un véritable souffle d'espérance qui animait désormais ses pas. Elle se levait tôt, révisait avec concentration, parlait avec douceur, riait à nouveau. Une lumière douce semblait l'entourer, et chaque mot qu'elle prononçait portait une force tranquille, comme si elle avait repris possession d'un trône qu'on lui avait subtilisé depuis des années. Elle s'était inscrite à la faculté de médecine de la grande ville voisine. Loin de la maison, mais pas trop loin du cœur de ses parents. Chaque soir, elle appelait sa mère. Elle parlait longuement. De cours, de patients, de rêves. Sa mère l'écoutait, le cœur gonflé de fierté, mais aussi de discrète culpabilité de n'avoir rien vu, toutes ces années. Puis elle se rappelait ce poisson, ce cadenas, cette scène surréelle dans la cuisine. Et dans un souffle, elle murmurait à Dieu sa reconnaissance. Maïssa excellait dans ses études. Avec une aisance presque surnaturelle. Elle comprenait vite, retenait tout, expliquait avec simplicité. Ses professeurs la repéraient. Elle était souvent la dernière à quitter la salle de dissection, la première à lever la main lors des cas cliniques. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était une soif de rattraper le temps. De vivre, enfin. Un jour, alors qu'elle était en stage dans un hôpital, un patient fut admis. Une femme, au regard connu. Amaigrie. Fatiguée. Elle portait un foulard blanc et tenait la main de sa fille. C'était sa tante. Maïssa resta figée. Un court instant, le passé, la douleur, les années volées, tout se bouscula dans sa tête. Mais elle se reprit. Le cœur calme, elle s'avança, doucement. « Bonjour tata », dit-elle d'une voix douce. La femme leva les yeux vers elle, et ses larmes montèrent aussitôt. Elle n'osa pas parler. Maïssa prit un mouchoir et le lui tendit. « Je suis interne ici. Je vais m'occuper de toi, ne t'inquiète pas. » La tante voulut protester. Mais Maïssa l'interrompit d'un regard. « C'est moi, maintenant, qui soigne. C'est Dieu qui a permis ça. Et c'est à Dieu que je remets ton âme. » Elle s'occupa d'elle avec délicatesse. Chaque geste était empreint de pardon silencieux. Elle ne chercha pas à comprendre plus, ni à remuer la boue du passé. Elle pensait les blessures physiques, et, sans le dire, les blessures de l'âme aussi. Le jour de sa sortie de l'hôpital, la tante lui prit la main, les larmes aux yeux. « Tu es une lumière, Maïssa. Et je suis celle qui a voulu l'éteindre. Pardonne-moi. » Maïssa la regarda longuement, puis hocha doucement la tête. « J'ai déjà pardonné, tata. Le mal ne gagne pas quand on choisit de vivre en vérité. » Quelques années plus tard, Maïssa devint médecin. Elle ouvrit une petite clinique dans leur quartier, où elle consultait gratuitement un jour sur deux. Son père, désormais vieilli mais fier, s'asseyait souvent devant la porte et saluait les patients avec fierté. Un matin, elle reçut un appel de la fac, elle avait été sélectionnée pour un programme d'échange international, aux États-Unis, pour une spécialisation en neurologie. Elle raccrocha, les mains tremblantes, puis sortit en courant dans la cour familiale. « Maman ! Papa ! Vous êtes là ?» Ils sortirent, inquiets. « J'ai été prise. Pour la spécialisation à l'étranger. » Ils n'eurent pas le temps de répondre. Elle les serra fort tous les deux, puis fondit en larmes. Tout ça, malgré tout, malgré les chaînes invisibles. Regardez où Dieu m'a mené. Il pleurait aussi. Pas seulement de joie. Mais parce qu'il se rappelait. Le poisson. Le cadenas. Le feu. L'accident. La vérité. Le pardon. Et maintenant, la renaissance. Quant à sa tante, elle continuait sa vie, humblement. Elle ne vendait plus. Elle priait, servait à l'église, aidait les plus pauvres. Elle ne cherchait plus à rattraper qui que ce soit. Elle vivait avec un cœur réparé, conscient que le pardon qu'on lui avait offert était un luxe immérité, mais pleinement reçu. Parfois,
elle passait devant la clinique de Maïssa, posait discrètement un sac de fruits frais sur le banc. Puis repartait, sans rien dire. Et Maïssa, lorsqu'elle découvrait ses sacs, souriait doucement. Parce qu'elle savait. Et parce qu'elle avait compris que même les cœurs les plus sombres peuvent retrouver la lumière, lorsqu'ils choisissent de dire la vérité, et d'embrasser la grâce. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Si vous aviez été à la place de Maïssa, face à une telle trahison familiale, auriez-vous pardonné? Auriez-vous eu la force de soigner celle qui a failli détruire votre vie? Dites-moi en commentaire, comment vous auriez réagi. Et surtout, j'aimerais savoir, depuis quel pays vous suivez mes histoires? Vos messages me touchent énormément, et je suis toujours ému de voir jusqu'où mes récits voyagent. Alors laissez un petit mot, un drapeau, une réaction, je vous lis tous avec gratitude. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de liker, partager, et surtout vous abonner pour ne rien rater des prochaines. À très vite pour une nouvelle histoire forte en émotions. Bonalamba. Une ville aux couleurs vives, à l'âme ancienne, où les maisons sont peintes de teintes chaudes qui changent avec le soleil, où les rues sentent tour à tour le manioc braisé, la pluie chaude, le mazout et les fruits mûrs tombés des étals. Une ville vivante, bruyante, organique, qui bat au rythme des klaxons, des cris des vendeuses et des rires d'enfants. Le vent y est porteur. Il ne souffle pas simplement. Il raconte. Il fait glisser les souvenirs au creux des oreilles, il fait danser les pagnes étendues sur les balcons comme des drapeaux de vie. À Bonalamba, même le silence est plein de murmures. Et au cœur de cette ville palpitante, il y a Makolo. Makolo, le quartier qui respire l'humain. Ici, tout le monde se connaît. Même ceux qu'on n'a jamais salués ont des visages familiers. Les matins sont ponctués par les salutations chantantes des voisines qui balaient devant leurs portes, les après-midi rythmés par les voix rauques des anciens sous les manguiers, et les soirées éclairées par la lumière tremblante des lampes solaires et les rires des enfants qui refusent de rentrer. Makolo est modeste, mais il a ce quelque chose que l'argent ne peut acheter, une mémoire partagée, une chaleur humaine qui colle à la peau, une manière de faire famille sans lien de sang. C'est dans cette ruche vibrante qu'est née l'histoire d'Élise et Jordan. Ils s'étaient connus au lycée public du quartier, un bâtiment carré, un peu décrépit, mais dont les murs avaient vu naître plus d'une légende. Élise y était en terminale à 4, amoureuse des lettres et des silences. Elle avait ce regard un peu flou de ceux qui vivent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'eux-mêmes. Une fille discrète, polie, toujours un livre sous le bras, toujours assise au premier rang sans jamais se faire remarquer. Jordan, lui, était tout le contraire. Terminale D, major de sa classe, toujours bien habillé, un sourire franc, une démarche assurée. Il avait cette énergie tranquille de ceux qui savent où ils vont. Pas arrogant, mais sûr. Et surtout, d'une gentillesse naturelle qui désarmait les plus méfiants. Leur rencontre n'eut rien de spectaculaire. Un jour, il lui prêta un stylo en salle d'examen. Le lendemain, elle lui rendit avec un mot écrit sur un bout de papier plié, « Merci ». C'est peut-être un détail, mais les détails me touchent. Il l'avait gardé. À partir de ce jour-là, ils devinrent inséparables. Pas dans l'excès. Pas dans la démonstration. Mais dans la présence constante. Dans cette façon qu'ont deux âmes de s'aligner sans bruit. On les voyait marcher ensemble après les cours, partager un plat d'arachide grillé près du kiosque de Madame Rita, se prêter des livres, rire de choses que les autres ne comprenaient pas. Leur complicité était une musique douce dans le vacarme du monde. Le quartier les appelait « les enfants modèles ». Même les plus anciens, ceux qui parlent peu et observent beaucoup, murmuraient avec respect. Cela, ce n'est pas une amourette. C'est un lien propre. Un lien de promesse. Quand Jordan obtint son bac avec mention, tout Makolo célébra. Il reçut une bourse pour partir étudier en Europe, en ingénierie informatique. Un départ annoncé comme une victoire collective. Le jour de son envol, le quartier était rassemblé comme à une veillée. Des femmes avaient préparé du poisson braisé, les enfants dansaient, et Élise, elle, se tenait un peu en retrait, le regard rivé sur la valise fermée de Jordan. Quand le taxi arriva, elle s'approcha. Il la prit dans ses bras, la serra longtemps. Puis, la voix cassée par l'émotion, il lui dit. 3 ans. 3 ans seulement. Et je reviendrai te chercher. Elle ne répondit rien. Elle se contenta de hocher la tête, les larmes retenant les mots dans sa gorge. Et il tint parole. 3 ans plus tard, presque jour pour jour, Jordan revint à Bonalamba. Il n'était plus l'adolescent rêveur.
Il était devenu un jeune homme accompli, élégant, bien bâti, au regard toujours aussi profond. Il venait de décrocher un poste d'ingénieur logiciel dans une grande multinationale installée dans la zone économique nord de Bonalamba, celle qu'on appelait la « petite Silicon Valley » du pays. Son retour fut une fête spontanée. Makolo tout entier s'embrasa de fierté. Le petit du quartier revenu grand. Les enfants couraient derrière sa voiture. Les anciens le bénissaient à voix haute, les mamans dansaient en agitant leurs foulards. Mais lui, dans toute cette lumière, n'avait Dieu que pour Élise. Elle, qui n'avait pas bougé. Elle qui l'avait attendu, comme on attend la saison des pluies, avec espoir, avec patience, et sans jamais douter. Elle avait poursuivi ses études à l'université de Bonalamba, en lettres modernes, et enseignait déjà dans un petit collège du quartier. Ils se retrouvèrent dans une étreinte silencieuse. Rien à expliquer. Rien à rattraper. Le lien était intact. Plus fort même, nourri par l'absence. Une semaine après son retour, Jordan l'invita dans un restaurant raffiné du centre-ville, un de ces lieux aux lumières tamisées, où la vaisselle brille plus que les étoiles. Il avait réservé la table en terrasse. Elle portait une robe ivoire, simple mais élégante. Lui était en costume sombre, cravate fine. À la fin du repas, il posa une petite boîte de velours sur la table. À l'intérieur, une bague discrète, sans pierres précieuses, mais gravée à l'intérieur. Makolo, pour toujours. Il la demanda en fiançailles. Elle accepta, les yeux mouillés. Ce fut une explosion de joie à Makolo. Une vraie liesse. Les femmes entonnèrent les chants de mariage. Les jeunes accrochèrent des banderoles faites à la main. Même les enfants chantaient leurs prénoms dans les ruelles, comme un refrain sacré. On avait retrouvé le couple exemplaire. Et la date fut fixée, 2 mois plus tard. Un samedi de saison sèche. Parfait pour bénir les cœurs sans craindre la pluie. Mais 2 semaines après les fiançailles, tout s'effondra. 2 semaines après les fiançailles, alors que le quartier vibrait encore des chants de bénédiction et que les tailleurs s'activaient déjà pour coudre les tenues du cortège, la nouvelle tomba comme une pluie glacée en pleine saison sèche. Jordan avait rompu. Sans explication claire. Sans m'opposer. Juste un message court, abrupt, envoyé par téléphone. Je suis désolé Élise. Mais je ne peux pas continuer. Elle relut la phrase des dizaines de fois. L'écran de son téléphone restait figé, comme son cœur. D'abord, elle crut à une blague de mauvais goût. Puis à une erreur. Puis à une crise passagère. Mais les jours passèrent, et Jordan ne rappela pas. Ne s'expliqua pas. Il disparut du fil de leur histoire comme une photo arrachée d'un album. Le quartier, d'abord incrédule, entra dans une forme de deuil silencieux. Les rumeurs se mirent à tourner, les voix à s'élever. Comment cela était-il possible? Jordan, l'enfant modèle? Jordan, celui qui avait promis? Les parents d'Élise, dignes mais effondrés, tentèrent d'obtenir des explications. Sa propre mère alla frapper à la porte de la villa des parents de Jordan, dans les hauteurs de Makolo. Les 2 familles se réunirent dans un salon tendu, le silence plus lourd que les murs. Le père de Jordan, un homme rigoureux et respecté, fixa son fils droit dans les yeux. Tu dois des réponses à cette famille. Tu sais ce que cette fille représente pour nous. Pour toi. Pour Makolo. Mais Jordan, assis, le regard fixe et fermé, secoua la tête. Je ne veux plus en parler. C'est fini. Mais pourquoi? S'exclama sa mère, les larmes montant. Il ne répondit pas. Quelques jours plus tard, les réseaux sociaux parlèrent à sa place. Sur la page d'une influenceuse du quartier, bien connue pour ses vidéos de danse et ses placements de produits cosmétiques, une photo apparut. Elle et Jordan, enlacés, souriant, en pleine séance de shooting improvisé devant un mur au graffiti coloré. La légende disait. Quand le destin t'offre ce que ton cœur n'osait rêver. Bientôt nous mon ingénieur. Le quartier n'en crut pas ses yeux. C'était elle, Loïs. Une jeune femme flamboyante, belle, certes, mais au caractère tapageur. Fille de commerçante, elle avait toujours attiré les regards, par ses tenues, son audace, ses vidéos en boucle sur les téléphones des jeunes. Loïs, c'était l'exact inverse d'Élise. Et Jordan, posait avec elle comme si les 3 dernières années n'avaient été qu'un préambule à cette mise en scène. Les commentaires enflammèrent la publication.
Certains acclamaient. D'autres s'indignaient. Les plus sages restaient sans mots. Les familles, elles, étaient abasourdies. Le père de Jordan, furieux, parla de honte. Sa mère, malade de chagrin, s'enferma chez elle plusieurs jours. Rien n'y fit. Jordan restait muet, figé dans son choix. Les parents d'Élise vinrent une dernière fois tenter un dialogue. Le père, les épaules basses mais le regard droit, lui parla doucement. « Nous ne t'insultons pas, Jordan. Mais tu dois comprendre que certaines décisions cassent des gens. Tu as brisé quelque chose que beaucoup respectaient. » Jordan détourna le regard. « Je ne suis plus le garçon que vous avez connu. C'est tout. » Et ce fut la dernière fois qu'ils lui parlèrent. Quant à Élise, elle disparut sans bruit. Un matin, elle remit les clés de la maison à ses parents, boucla une valise, et partit. Pas de cris. Pas de mise en scène. Elle laissa juste une lettre brève à sa mère. « Je dois partir. Pour respirer. Pour oublier. Pour me retrouver. Je vous aime. » Elle s'installa dans une autre ville, plus au nord. Un coin moins bruyant, moins chargé de souvenirs. Elle y trouva un poste dans un lycée privé, discret et calme. Elle changea de numéro. Ferma ses réseaux sociaux. Plus personne, à Makolo, ne savait vraiment où elle était. Mais certains soirs, quand le vent souffle du sud, on dit qu'on peut sentir dans l'air une odeur légère d'amertume. Et les anciens murmurent. Il y a des blessures qu'on ne voit pas, mais que le cœur porte longtemps. Loïs devint l'événement. Dès l'instant où elle posta la première photo avec Jordan, son compte explosa. Les abonnés affluèrent, les réactions pleuvaient. Elle n'était plus simplement l'influenceuse de Makolo. Elle était la fiancée de l'ingénieur, celle qui avait capturé le cœur du garçon dont tout le quartier avait suivi l'ascension. Chaque jour, une nouvelle publication venait nourrir la chronique numérique de son bonheur. Un brunch en tête-à-tête avec mon roi. Il m'a dit que je suis sa paix. Et j'ai fondu. La nuit dernière, juste magique. Non, je ne vous en dirai pas plus. Jordan m'a offert ceci #fiancé #béni. Et sous ces légendes, des photos léchées, elle dans sa robe en soie ivoire, lui en chemise ouverte sur son torse musclé, leurs doigts enlacés sur le cuir d'un 4x4, leurs jambes croisées sur le sable de la plage de Limbé, leur regard flou, mais leur sourire net. Makolo, d'abord choqué, s'habitua. Ou du moins, fit semblant. Les jeunes filles commentaient avec des cœurs, les garçons faisaient défiler en silence. Les anciennes fronçaient les sourcils, les anciens soupiraient. Les parents d'Élise, eux, coupaient la radio chaque fois qu'on parlait d'eux. Le nom de Jordan était devenu un mot difficile à avaler dans leur bouche. Mais Loïs, elle, continuait sa parade. Plus elle avançait dans cette relation, plus elle brillait. Elle donnait des interviews en live, lançait des sondages sur la décoration de son futur mariage, offrait des conseils de préparation psychologique au bonheur conjugal. Et Jordan restait là. À ses côtés. Présent dans l'image, absent dans le regard. Il souriait sur les photos. Oui. Il apparaissait dans les vidéos. Oui. Mais ceux qui avaient vraiment connu Jordan, ceux qui l'avaient vu rire aux éclats avec Élise, parler avec cette fougue douce d'un avenir à deux, cela sentait bien que quelque chose sonnait creux. Il n'était pas malheureux, non. Mais pas heureux non plus. Il flottait dans cette relation comme un homme en apnée dans une piscine trop chlorée. Chaque geste semblait mesuré, chaque mot calibré. Et pourtant, il la suivait. Il répondait aux commentaires. Il posait. Il vivait. Mais il ne vibrait pas. Pendant ce temps, Élise tentait de se reconstruire. Dans sa nouvelle ville, elle vivait seule, dans un petit studio en étage, avec vue sur les collines. Le lycée où elle enseignait était calme, presque trop calme. Les élèves l'aimaient bien, la respectaient. Mais elle n'avait pas encore trouvé comment sourire vraiment. Elle ne pleurait plus. Elle ne parlait plus de Jordan. Elle refusait les appels de Makolo. Elle se concentrait sur ses cours, sur ses lectures, sur ce vide qu'elle apprenait à apprivoiser. Parfois, dans la nuit, une chanson passait à la radio et lui arrachait une larme. Mais au petit matin, elle se tenait droite. Elle avançait. Lentement. Courageusement. Elle ne suivait plus Loïs. Elle avait bloqué le compte. Mais les échos arrivaient toujours. Par des collègues, par des élèves trop bavards,
par les réseaux qu'on ne peut jamais tout à fait quitter. Et chaque fois qu'on prononçait le prénom Jordan, quelque chose en elle frémissait. Non plus d'amour, mais de silence. Les choses, à Makolo, ne s'étaient pas calmées. En vérité, elles avaient changé de tonalité. Après l'étonnement était venu le malaise. Puis la colère. Chez les parents d'Élise, le silence avait d'abord été leur refuge. Un silence lourd, tendu, plein de non-dits. Mais au fond de la mère, dans les replis de son cœur blessé, une indignation bouillait. Et un matin, elle laissa éclater sa voix, cette voix que tout le monde connaissait pour sa douceur, mais que la douleur avait rendue tranchante. On nous a humiliés, Marie. Toi et moi, on a cuisiné ensemble pour les fiançailles de nos enfants. Et aujourd'hui, il parade avec cette fille qui joue à la star dans les réseaux. Vous saviez. Tu veux me faire croire que vous ne saviez pas? Marie, la mère de Jordan, était venue elle-même. Elle n'avait pas renvoyé une tante, ni une cousine, ni fait porter un message. Elle avait traversé Makolo à pied, les épaules droites, le visage fermé. Elle savait qu'elle serait reçue froidement, mais elle devait le faire. Assise sur le banc en bois dans la petite cour de la maison d'Élise, elle ne leva même pas les yeux lorsqu'on l'accusa. Elle répondit d'une voix basse, mais ferme. Je n'étais pas au courant. Et je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Je voulais Élise comme belle-fille. C'est une perle. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et croyez-moi, j'ai essayé de lui parler. Il s'est refermé comme un mur. Il dit qu'il aime Loïs. Qu'il est certain. Mais ses yeux disent autre chose. Quelque chose cloche. Quelque chose m'échappe. Elle prit une longue inspiration. Ses yeux brillaient, mais elle les maîtrisa. Je suis venu vous demander pardon. Pas pour lui. Mais pour moi. Parce que je ne vous ai pas soutenu, parce que je n'ai pas vu venir cette trahison. Je suis aussi blessé que vous. Et je prie pour que la vérité sorte. Un jour. La mère d'Élise détourna les yeux, croisa les bras sur sa poitrine. Son mari, jusque-là silencieux dans l'ombre du porche, prit enfin la parole. Ce garçon, on l'a vu grandir. Il appelait ma femme maman. On l'a nourri. Et voilà comment il nous remercie. Qu'il ne vienne plus ici. Plus jamais. Marie acquiesça. Elle ne défendit pas son fils. Elle se leva, tourna les talons, et repartit. Dignement. Mais le cœur en désordre. Pendant ce temps, dans la maison de Jordan, l'ambiance était tout sauf joyeuse. Le jeune homme semblait heureux sur les photos, mais à l'intérieur, il n'était plus qu'une mer trouble, agitée de vagues confuses. Chaque nuit, il s'éveillait en sursaut. Élise lui revenait en rêve. Son rire, sa voix douce, la sensation de sa main dans la sienne. Et au matin, il se réveillait à côté de Loïs, et ressentait un vide étrange. Elle parlait beaucoup. Elle planifiait, organisait, exposait leur vie. Lui, il opinait, souriait, suivait. Mais parfois, ses yeux se perdaient dans le vide pendant qu'elle parlait, et elle devait claquer des doigts devant son visage. Tu m'écoutes ou tu penses encore à ton passé? Il répondait d'un rire nerveux, l'embrassait pour la rassurer, et pensait en silence. Pourquoi je n'arrive pas à être entier ici? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir été détourné de ma route? Un jour, sa mère l'arrêta dans le couloir. Jordan. Dis-moi la vérité. Il s'est passé quelque chose? Il fronça les sourcils. Évita son regard. Et répondit, presque mécaniquement. Non maman. J'ai juste changé. On grandit. On voit les choses différemment. Mais Marie ne fut pas convaincue. Elle le regarda longuement, puis murmura. Ou bien on t'a changé, Jordan, et tu ne t'en rends pas compte. Les jours passaient, mais le malaise s'épaississait. Marie observait son fils, comme une mère qui sent sans comprendre. Quelque chose en lui avait changé, oui, mais ce n'était pas la simple mue d'un jeune adulte en transition. C'était plus flou. Plus insidieux. Comme une ombre qu'on ne voit pas, mais qu'on sent derrière la nuque. Il souriait sans joie. Il parlait comme on récite. Il semblait vivre à côté de lui-même. Et surtout, il évitait certains sujets. Le nom d'Élise, par exemple. Chaque fois qu'elle le prononçait, par accident ou par stratégie, il se figeait. Littéralement.
comme si une corde invisible venait de lui serrer la gorge. Une fois, elle avait osé. Tu sais que c'était une bonne fille, hein? Qu'elle t'aimait vraiment. Qu'on l'aimait tous. Tu y penses encore? Il avait tourné la tête, les yeux humides, et répondu d'un ton brusque. Arrête, maman. Ce qui est passé est passé. Je suis bien maintenant. Je suis heureux. Mais il avait quitté la pièce aussitôt, le pas rapide, le dos voûté. Marie ne dit rien ce jour-là. Mais le doute s'installa en elle comme une graine noire. Et puis il y eut cette nuit-là. Un jeudi. Tard. Très tard. Elle s'était levée pour boire de l'eau, et en passant près de la chambre de Jordan, elle avait entendu des voix. Un murmure. Un genre de chant. Lent, régulier. Féminin. Ce n'était pas Loïs. Elle connaissait sa voix, sa manière de rire, son ton mielleux sur ses vidéos. Non. C'était autre chose. Une voix grave, éraillée, presque chuchotée. Elle récitait des phrases dans une langue que Marie ne comprenait pas. Puis un soupir long. Un râle. Et un silence. Le lendemain, elle interrogea discrètement la bonne. Loïs a dormi ici hier? Non, maman. Elle est repartie après dîner. Elle a dit qu'elle avait un direct à préparer chez elle. Marie sentit un frisson remonter le long de son dos. Elle n'en parla à personne. Pas tout de suite. Mais elle commença à surveiller discrètement. Un dimanche matin, elle décida d'aller voir une vieille connaissance. Maman Ekwe. Une femme que l'on respectait dans la zone, même si beaucoup disaient qu'elle avait des choses dans les yeux. Elle vivait en retrait, près des anciens marécages, dans une maison aux murs patinés par le temps et le mystère. Marie n'était pas superstitieuse. Mais elle avait grandi dans un monde où l'invisible se mêlait au visible. Où certaines choses ne s'expliquaient pas seulement avec la logique. Elle arriva avec des oranges, comme le voulait la coutume, et s'assit dans la cour sous le vieux manguier. Maman Ekwe la regarda longuement sans parler. Puis elle dit. Tu es venu pour ton fils. Celui qui ne te regarde plus avec les yeux d'avant. Marie sursauta. Comment tu sais? Parce que son nom flotte dans l'air, et son esprit aussi. Il est attaché, ton fils. Attaché à une corde que lui-même ne voit pas. Marie sentit les larmes monter. Une corde? Par qui? Je ne donne pas de nom, moi. Mais une femme qui enchaîne un homme sans son plein gré, ça finit toujours mal. Toujours. Elle se pencha, cueillit une poignée de feuilles sèches et les jeta dans une bassine d'eau devant elle. Elle les remua du bout des doigts. L'eau prit une teinte trouble. Maman Ekwe plissa les yeux. Elle a utilisé quelque chose à lui. Un tissu qu'il portait. Et elle a parlé sur lui au moment où il dormait. Ton fils ne décide plus tout seul. Marie sentit sa gorge se nouer. Et d'un coup, tout se recolla dans sa mémoire. Les regards flous. Les silences anormaux. Les soupirs nocturnes. Les phrases répétées mécaniquement. Et ce revirement brutal, 2 semaines après les fiançailles. Elle comprit, sans tout comprendre. Mais elle sut une chose, Jordan avait été arraché à sa propre vie. Et désormais, elle devait choisir, se taire et laisser les choses suivre leur cours, ou tout risquer pour faire jaillir la vérité. Marie ne dormit presque pas cette nuit-là. Elle resta assise sur son lit, les mains posées sur ses genoux, les yeux tournés vers le plafond comme si les réponses allaient lui tomber dessus. Elle pensait à tout ce que maman Ekwe lui avait dit, à cette corde invisible, à cette chaîne que Jordan portait sans la voir. Mais au fond de son cœur, quelque chose résista. Elle connaissait les pouvoirs du monde ancien. Les feuilles, les poudres, les invocations. Elle n'y était pas opposée. Mais, une autre force l'appelait. Plus haute. Plus pure. Plus lumineuse. Elle allait se battre. Mais pas avec les mêmes armes. Le lendemain, dès l'aube, elle se leva, se lava dans le silence, mit un panier simple et noua un foulard blanc autour de sa tête. Puis elle éteignit son téléphone, ferma la porte de sa chambre à clé, et s'agenouilla au pied de son lit. Elle entra en jeûne et en prière. Une neuvaine. 9 jours. 9 nuits. Chaque jour, elle récitait les psaumes à voix haute. Chaque nuit, elle priait à genoux jusqu'à l'aube. Elle ne mangeait qu'après 18 heures. Elle invoquait le ciel, les anges,
les promesses anciennes. Elle demandait une seule chose, la libération de son fils. Et chaque matin, elle versait une larme dans l'eau bénite en murmurant. Ramène-le. Rends-lui sa lumière. Pendant ces 9 jours, Marie ne parla plus à personne de la maison. Elle n'eut presque aucun contact avec Jordan, si ce n'est pour lui servir son plat du soir. Loïs, agacée par cette soudaine indifférence, commenta à voix haute que cette atmosphère était bizarre dans cette maison, mais Jordan ne réagissait plus. Il semblait vivre au ralenti, comme à l'intérieur d'un bocal, détaché de tout sauf de l'écran de son téléphone et de Loïs. Mais le 9e jour, au matin, quelque chose bascula. Jordan se rendit à son bureau comme d'habitude. Il avait une réunion importante avec des partenaires étrangers. Loïs avait exigé qu'il lui envoie une photo de sa tenue depuis l'ascenseur. Ce qu'il fit, sans discuter. Son visage était terne, ses traits tirés. Mais personne autour de lui ne semblait s'en rendre compte. À 10 heures précises, alors qu'il lisait des documents au milieu de la salle de réunion, il se figea. Ses mains tremblèrent. Sa respiration devint saccadée. Une chaleur violente monta dans sa tête, comme une fièvre soudaine. Ses oreilles bourdonnèrent. Le document lui échappa des doigts. Il leva les yeux vers ses collègues, mais leurs visages semblaient flous, déformés, comme vus à travers un brouillard. Puis, il s'effondra. Tout son corps tomba en avant, brutalement. Sa tête heurta la table. La salle s'agita. On appela à l'aide. Un ambulancier du service médical interne se précipita. Il respirait, mais était inconscient. Inerte. Les yeux clos. On le transporta d'urgence à l'hôpital central de Bonalamba. La nouvelle parvint à Marie en milieu de journée. Quand elle arriva à l'hôpital, elle trouva Jordan allongé sur un lit, toujours inconscient. Une perfusion accrochée à son bras, un moniteur qui bipait doucement. Loïs, affolée, faisait des allers-retours dans le couloir, appelait sa mère, pleurait au téléphone. Mais Marie ne lui adressa pas un mot. Elle entra seule dans la chambre. Elle s'approcha du lit. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit quelque chose changer dans l'air. Le visage de son fils semblait détendu. Comme s'il dormait vraiment. Comme si son esprit, enfin, avait été débranché d'une tension invisible. Marie s'assit à côté de lui, prit sa main froide dans la sienne. Et elle murmura. « Je t'avais dit que je te retrouverais. Même si je devais traverser l'ombre. Je suis là, Jordan. Reste avec moi maintenant. Reste dans la lumière. » Les médecins furent incapables d'expliquer la cause de son malaise. Ils parlèrent d'épuisement nerveux. De surcharge émotionnelle. Mais les analyses étaient normales. Les scanners aussi. Aucune anomalie cérébrale. Aucune toxine dans le sang. Juste, une saturation étrange. Comme si le corps avait dit stop sans prévenir. Jordan se réveilla le soir même. Lentement. Il ouvrit les yeux, tourna la tête, et vit sa mère. Pendant plusieurs secondes, il la fixa sans rien dire. Puis, les larmes lui montèrent aux yeux. « Maman, je suis où ?» Marie sentit son cœur se fendre et se recoller en même temps. « À l'hôpital, mon fils. Tu t'es évanoui. Mais tu es là. Tu es revenu. » Il fronça les sourcils, posa une main sur son front. « Je me sens, comme si j'avais dormi des mois. Il y avait un bruit constant dans ma tête. Et là, c'est calme. » Marie hocha lentement la tête. Elle ne dit rien. Pas encore. Mais elle savait. La neuvaine avait atteint sa cible. Le lendemain matin, Loïs revint, maquillée et souriante, tenant des fleurs à la main. Mais quand elle entra dans la chambre, Jordan la regarda sans se lever. Sans sourire. Avec un regard nouveau. Clair. Pesant. Distant. Elle s'approcha, posa les fleurs sur la table. « Tu m'as fait peur hier, chérie. » Il la regarda, et sa voix, quand elle sortit, était posée. Tranchante. Inattendue. « Loïs. Tu peux me laisser seule avec ma mère ?» Loïs cligna des yeux. « Hein ? Pourquoi ? Je suis ta fiancée, je suis restée toute la nuit hier. Je veux parler avec ma mère. Maintenant. S'il te plaît. » Elle hésita. Le regarda encore.
Mais quelque chose dans sa posture, dans son ton, l'empêcha d'insister. Elle sortit, le cœur battant. Et Marie, toujours debout, comprit que la lumière avait commencé à reprendre sa place dans l'âme de son fils. Une fois la porte refermée derrière Loïs, le silence retomba dans la chambre. Jordan prit une longue inspiration, comme s'il goûtait à l'air pour la première fois depuis des mois. Il se redressa lentement, les draps froissés autour de lui, et regarda sa mère avec des yeux que Marie n'avait pas vus depuis longtemps. Des yeux clairs. Lucides. Authentiques. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. Elle ne savait pas par où commencer. Comment lui dire que pendant des mois, il avait vécu comme un homme enfermé dans sa propre peau? Comment lui dire que l'amour qu'il croyait avoir donné à une autre n'était peut-être que le fruit d'un envoûtement? Comment lui dire qu'il avait brisé une femme précieuse sans même comprendre pourquoi? Mais c'est lui qui prononça le nom. Élise. Où est Élise? Marie sentit sa gorge se nouer. Elle inspira lentement, et répondit, d'une voix douce mais ferme. Elle est partie. Avec sa mère. Après les fiançailles. Elles n'ont rien dit, elles ont juste disparu. Personne ne les a revues depuis. On raconte qu'elles sont allées loin d'ici. Très loin. Jordan ferma les yeux. Et un frisson le traversa tout entier. Et moi, demanda-t-il, presque dans un souffle. Moi, j'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Alors Marie parla. Elle lui raconta tout. La brutalité soudaine avec laquelle il avait rompu les fiançailles. Les accusations absurdes. La méchanceté froide de ses mots. Le silence qui avait suivi. La manière dont Loïs avait rapidement pris toute la place. Le mépris dans sa voix. Les publications arrogantes. Le triomphe d'une trahison. Elle ne jugea pas. Elle énonça simplement les faits. Comme une conteuse de douleur. Et Jordan pleura. Pas des larmes de surface. Pas de celles que l'on essuie vite avec le revers de la manche. Mais des larmes profondes. Lourdes. Des larmes de réveil. De regret. De honte. Elle ne méritait pas ça. Maman, je ne me reconnais pas dans ce que tu racontes. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris ma place. Marie hocha doucement la tête. Parce que c'était le cas. Mais tu es revenu, mon fils. Tu es revenu. Et maintenant, tu dois faire face. Le soir même, dans le calme de sa chambre d'hôpital, Jordan alluma son téléphone. Il vit les derniers messages de Loïs. Des selfies. Des « je t'aime » décorés de cœurs rouges. Des captures d'écran de leurs moments ensemble, publiées et commentées par des centaines de personnes. Une mise en scène parfaite. Une vitrine sans âme. Il ouvrit son application Facebook, navigua jusqu'à la page publique de Loïs, celle qu'elle animait comme un magazine de glamour, avec leurs photos, leurs balades, leur prétendu bonheur. Et il écrivit. Avec la rage lucide de celui qui revient de loin. Post publié sur la page de Loïs, depuis son propre compte. Jordan N. Je m'adresse ici à tous ceux qui ont suivi notre histoire à travers cette page. Pendant des mois, j'ai vécu dans une bulle de confusion. Mes pensées, mes sentiments, mes décisions, tout semblait glisser hors de moi, sans que je comprenne pourquoi. Aujourd'hui, je suis réveillé. Je veux dire haut et fort que je n'ai jamais donné mon cœur à Loïs en conscience. Ce qui s'est passé entre nous n'est pas une histoire d'amour. C'est une manipulation. Une emprise. Et je le dis sans détour, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait à Élise. Je présente ici, publiquement, mes excuses à Élise, à sa mère, à sa famille, et à tous ceux qui ont cru que j'étais cet homme frivole, capable de balayer l'amour et la loyauté d'un simple revers de main. Loïs, tu m'as peut-être eu un temps. Mais la vérité finit toujours par faire surface. Que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je prends les miennes. Le scandale fut immédiat. Les commentaires affluèrent par centaines. Certains applaudissaient Jordan pour son courage. D'autres accusaient Loïs d'avoir forcé les choses. Les captures d'écran furent partagées sur les forums, les groupes WhatsApp, les pages de commérage de Bonalamba. L'affaire fit même le tour des médias en ligne. La page de Loïs fut suspendue le lendemain. Elle appela Jordan. 10 fois. 20 fois. Mais il ne répondit pas. Elle se rendit à l'hôpital.
On lui dit qu'il avait été transféré. Elle comprit enfin que c'était fini. Jordan, lui, n'avait qu'une idée en tête, retrouver Élise. Lui parler. Lui dire la vérité. Non pas pour qu'elle lui pardonne forcément, mais pour qu'elle sache. Avec l'aide de sa mère, il retrouva un ancien contact de Mireille, la mère d'Élise. Une tante éloignée qui vivait dans un village côtier, où certaines personnes les auraient vus il y a quelques mois. Il engagea un détective discret. Il écrivit une lettre manuscrite, qu'il confia à cette tante, en espérant qu'elle saurait où l'envoyer. Dans cette lettre, il disait « Élise. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas encore ton pardon. Mais je veux que tu saches que je me souviens. De toi. De nous. De tout ce qu'on a construit, et que j'ai brisé. Si un jour, tu acceptes de me revoir, même juste pour entendre ce que mon cœur veut te dire, je serai là. Jordan, *. Quelques jours plus tard, alors qu'il arrosait les plantes dans la cour, son téléphone vibra. Un message. Court. Sec. Mais chargé d'émotion. Élise. J'ai lu ta lettre. Je ne sais pas encore ce que je ressens. Mais je suis prête à t'écouter. Il faisait frais ce matin-là. Le ciel de Bonalembas était couvert de nuages cotonneux, comme pour protéger les âmes fragiles qui allaient se retrouver. Jordan était arrivé 1 heure à l'avance. Il s'était assis sur le vieux banc de bois, près du lac de Mbandi, là où, autrefois, il emmenait Élise les dimanches après la messe. Là où elle posait sa tête sur son épaule en silence. Là où elle lui disait qu'elle avait peur d'aimer trop fort. Et il avait laissé le silence parler à sa place. Puis, doucement, un pas s'était approché derrière lui. Léger. Mais chargé d'histoire. Il s'était levé lentement. Elle était là. Élise. Ses cheveux tressés en arrière, son regard un peu flou, un peu tremblant, mais droit. Elle avait maigri, un peu. Mûri aussi. Quelque chose en elle avait changé. Comme une lumière éteinte trop longtemps qui hésite à se rallumer. Ils ne s'étaient pas embrassés. Pas tout de suite. Ils s'étaient simplement regardés. Longtemps. Et les larmes d'Élise avaient coulé en silence. Jordan les avait reçues comme des coups de vérité. « Tu m'as détruite, Jordan » avait-elle murmuré. Il avait hoché la tête. Aucun mot n'aurait suffi à nier cela. « Mais tu es revenu. » Elle l'avait dit sans trembler. Et quelque chose, dans cette phrase, avait fissuré les murs. Alors il avait pris sa main. Et cette fois, elle ne l'avait pas retirée. Les semaines qui suivirent furent faites de lenteur, de silence habité, de mots posés avec prudence. Jordan n'attendait rien. Il réparait, simplement. Il reconstruisait. Il demandait pardon, non pas avec insistance, mais avec constance. Marie alla trouver la mère d'Élise. Les deux femmes s'assirent sous le grand manguier, celui qui avait entendu tant de douleurs. Et là, elles pleurèrent ensemble. Comme deux mères qui, au-delà des offenses, reconnaissaient l'amour quand il était vrai. « Votre fille est une perle, » dit Marie. « Et votre fils est revenu du fond, » répondit Mireille. Elles ne s'embrassèrent pas. Mais elles se relevèrent ensemble. Et c'était tout comme. Quant à Loïs. Elle tenta de sauver la face. Elle parla de jalousie, de haine, de sabotage. Elle prétendit que Jordan avait été récupéré par des forces obscures. Elle publia une vidéo entre rire et larmes, essayant de reprendre le contrôle du récit. Mais plus elle parlait, plus les gens se détournaient. La vérité avait déjà pris racine dans les esprits. Trop d'éléments concordaient. Des messages contradictoires, des enregistrements de proches, des témoignages anonymes. Son masque tomba peu à peu. Elle perdit ses partenariats publicitaires, ses abonnés, ses invitations mondaines. Même ceux qui l'avaient soutenue par intérêt prirent leur distance. Elle tomba dans le silence. Et Jordan, de son côté, ne chercha jamais à se venger. Il n'en avait plus besoin. La justice invisible avait déjà fait son œuvre. Le jour du mariage fut simple. Pas de faste inutile. Pas de grande salle dorée. Juste une église blanche, fleurie de jasmin et de lumière, avec des chants doux et des visages sincères. Élise avançait dans l'allée, main dans la main avec sa mère. Sa robe n'était pas celle d'une princesse, mais celle d'une femme debout, qui avait traversé le feu sans brûler son âme.
Jordan l'attendait. En costume sobre, les yeux brillants. Il n'avait pas prononcé de vœux appris par cœur. Il avait parlé avec sa voix tremblante, avec sa vérité nue. Je ne te promets pas de ne jamais faillir, mais je te promets de toujours revenir vers toi. Même quand j'ai peur. Même quand je doute. Parce que c'est toi, Élise. C'est toi, depuis toujours. Elle avait simplement souri, et répondu. Et moi, je ne te promets pas de tout oublier. Mais je te promets d'apprendre à revivre, avec toi. Dans la foule, Marie et Mireille s'étaient regardées, puis s'étaient levées ensemble pour bénir l'union. Les invités avaient applaudi, certains en larmes, d'autres le cœur gonflé d'espoir. Car ils savaient tous que ce mariage-là, ce n'était pas une revanche. C'était une renaissance. Et quelque part dans Bonalamba, une certaine Loïs, assise seule dans son appartement vide, ouvrit par hasard la vidéo du mariage. Elle vit Jordan. Elle vit Élise. Et pour la première fois, elle sentit la morsure du remords. Pas parce qu'elle avait perdu un homme. Mais parce qu'elle avait tenté d'acheter ce qu'on ne vole pas, un cœur libre. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce que vous comprenez l'attitude de Marie, cette mère prête à tout pour récupérer son fils? Que pensez-vous de Loïs? Victime de ses propres manipulations, ou simple opportuniste? Et surtout, Élise a-t-elle eu raison de lui pardonner? Dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de lire vos réflexions, vos émotions, vos analyses. Et vous me suivez depuis quel pays? J'aimerais vraiment savoir jusqu'où voyagent mes histoires. Écrivez simplement le nom de votre pays ou de votre ville en commentaire. Merci d'être là, merci pour votre soutien. Et si vous aimez ce style d'histoire, abonnez-vous, activez la cloche de notification, et surtout, partagez autour de vous. À très vite pour une nouvelle histoire aussi vraie qu'émotive.